conférence ayant pour objet l'étude du cas de la Savoie dans le cadre de la mondialisation. Deux précédentes conférences ont donc été d'ores et déjà données, la première à Moutier puis à Saint-Jean-de-Maurienne. La première conférence a porté plus précisément sur l'aspect historique de la Savoie qui constitue le fondement profond et principal du combat qui est celui de PLS et de moi-même. La deuxième conférence ayant porté sur les problèmes de la décolonisation obligatoire imposée par la réglementation internationale et de multiples résolutions de l'ONU qui m'ont permis d'affirmer à Saint-Jean-de-Maurienne que l'abrogation du traité d'annexion territoriale de la Savoie du 24 mars 1860 étant abrogée, la décolonisation, phénomène général depuis 1945, doit inéluctablement et dans un avenir proche concerner également la Savoie. Il n'y a aucune raison que la Savoie demeure une exception à la règle générale. La troisième conférence, donc celle de ce soir, porte plus précisément sur l'action qui est menée contre, ou en tout cas face à l'État français qui, dans les hautes sphères, je l'affirme, est parfaitement informé et au courant du problème posé. Il va sans dire que dans la population, la prise de conscience n'est pas encore intervenue, mais j'affirme ce soir, alors que j'aborde donc ce troisième volet qui est la position française par rapport à ce que j'affirme, démontre et pour lequel PLS a été créé et combat au quotidien. Cette position française est tout à fait inconfortable, elle s'étiole. Le combat pour la reconnaissance de la Savoie et de ses droits, des droits de ce territoire et de ce peuple avance doucement mais sûrement, et en tout cas il ne recule pas, et vous participez, en tout cas vous assistez à cette troisième conférence qui devrait amorcer avec des cas concrets une inéluctable prise de conscience générale du problème et envisager les possibilités et en tout cas les conséquences les plus vraisemblables de la découverte et de la diffusion de ce que je viens de dire. Qu'est-ce que je viens de dire ? Eh bien, je viens de dire en termes ampoulés quelque chose que je vais dire en termes beaucoup plus directs. Jamais dans toute l'histoire de la diplomatie et du droit international moderne, jamais aucun pays n'a perdu une de ses colonies, un de ses territoires annexés, sous protectorat ou que sais-je, en tout cas un territoire sur lequel il exerce sa souveraineté. Jamais, dans toute l'histoire moderne du droit international et de la diplomatie, jamais aucun pays n'a perdu une partie de sa population et de son territoire sous contrôle par l'effet d'un traité international signé dans sa capitale. Je m'explique. Que des pays aient perdu à un moment donné une partie de leur territoire. Prenons l'exemple de l'Algérie avec la France. L'Algérie, c'était 3 départements français et ces 3 départements ont été perdus et c'est ainsi que
les accords d'Évian, donc signés en Savoie, ont permis l'apparition d'un nouvel État qui est l'État algérien. Cette séparation, cette dédépartementalisation ne s'est pas faite, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'amiable et sans pression sur le terrain militaire. Et l'indépendance de l'Algérie a été reconnue, mais ça n'a pas été par l'effet d'un traité signé à Paris, dont la lecture aurait suffi aux Algériens à économiser des luttes intestines, des luttes sur le terrain, des actions de résistance armée que l'on connaît. Ça n'est jamais arrivé, ni pour la France. La France a perdu un certain nombre de colonies ou a consenti à l'indépendance de dizaines de pays qui faisaient partie de son empire colonial, mais jamais cette perte, ou en tout cas cette séparation, n'est intervenue involontairement et par le strict effet d'une signature apposée sur un traité international signé dans sa capitale. Pour la France, ça n'est jamais arrivé. Pour les autres pays, non plus. C'est un cas unique, et c'est un cas unique d'une catégorie nouvelle. Cas unique parce que la Savoie, c'est un État millénaire. Je vais, si vous le permettez, résumer très rapidement les principaux axes qui avaient été développés sur le plan historique et sur le plan juridique international dans les précédentes conférences. Le pays est millénaire, il a été doté de la souveraineté. Je dirais sur ce sujet que d'ailleurs la doctrine française, c'est-à-dire l'ensemble des professeurs de droit qui constituent l'essentiel de la position diplomatique française au plan théorique, considère que dans le cas d'une annexion territoriale, cette annexion ne fait pas disparaître la souveraineté du pays qui est annexé, mais que simplement cette souveraineté, elle est exercée par le pays qui pratique la colonisation ou l'annexion territoriale. C'est-à-dire que la souveraineté de la Savoie, qui a existé pendant plusieurs siècles, cette souveraineté n'a pas disparu, elle a simplement été, pendant 150 ans, exercée par la France, et elle a été exercée par la France sur la base et au moyen d'un traité international signé à Turin, c'est le fameux traité d'annexion de la Savoie du 24 mars 1860. Si ce traité est abrogé, eh bien, cette souveraineté, non pas renaît, car ça sous-entendrait qu'elle soit morte. Non, elle n'est jamais morte, selon la majorité des spécialistes du droit international français. On considère qu'un État doté de la souveraineté, s'il connaît un changement de son statut juridique, eh bien, cette souveraineté, elle est modifiée dans ses conditions d'exercice, mais pas dans ses conditions d'existence. L'existence de la souveraineté de la Savoie ne pose pas de problème. Ce pays n'a pas de problème non plus de tracé de ses frontières, puisque c'est par un traité international d'ailleurs qu'elles ont été définitivement fixées, et nous avons encore aujourd'hui en Savoie la trace visible de ce bornage du territoire et de son caractère donc incontestable en cas de diffusion du problème et du règlement multiforme qui pourrait en découler. En tout cas, cette Savoie, elle n'a pas de problème de délimitation de sa frontière. Pour les spécialistes ou les internautes qui sont plus précisément intéressés par le sujet, j'attire l'attention sur le fait que, par exemple, la République sahraoui démocratique, qui n'est pas un État membre de l'ONU, mais qui est un État reconnu par un certain nombre d'États au monde, connaît, et c'est d'ailleurs l'essentiel du problème de la République sahraoui démocratique, c'est de définir exactement à partir de quelle dune la
la République sahraouie démocratique exerce sa souveraineté territoriale. Pour ce qui est de la Savoie, ce problème n'existe pas. La Savoie était un État, il était doté de la souveraineté, cette souveraineté n'a pas disparu, elle a été exercée par la France sur la base d'un traité international, et il se trouve que je démontre, et que je vais vous parler plus précisément ce soir, et illustrer mon propos de cas concrets qui vont vous faire comprendre que dans les hautes instances de l'État français, on sait très bien qu'il y a un problème, et pire, on sait qu'il y a un problème et qu'on n'a pas les moyens de le régler. On n'a pas la possibilité de le régler, expliquai-je dans la deuxième conférence à Saint-Jean-de-Maurienne, parce que tout simplement, la France, elle est membre de l'ONU, elle est membre du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, elle est signataire de la charte de l'ONU, elle est donc soumise un minimum quand même aux règles de droit international. Or, ces règles de droit international, depuis 1945, date de création de l'ONU, ces règles, elles s'appliquent, elles ont vocation à s'appliquer pour tout le monde, et même si, au moment où je parle, nous sommes donc le 14 juin 2011, le problème du strict respect des résolutions prises par l'ONU est d'actualité brûlante, mais il n'empêche que c'est par principe une obligation pour les membres de l'ONU, et en particulier les membres du Conseil permanent de sécurité, de se conformer à l'ensemble des résolutions qui sont prises en Assemblée générale, en particulier lorsque ces résolutions sont réitérées plusieurs fois et correspondent à l'esprit qui a présidé à la création de l'ONU. Quel est ce principe qui a présidé à la création de l'ONU? Tout simplement, le principe d'autodétermination des peuples et du respect de la souveraineté des États, découlant tout simplement de la Deuxième Guerre mondiale. L'ONU a été créée en réaction à la Deuxième Guerre mondiale parce que les Allemands avaient, du fait de leur suprématie militaire, pu exercer une expansion territoriale sur le territoire européen, invasion de la Pologne, etc. Et de l'autre côté pacifique, des Japonais qui ont commencé à envahir certaines îles et élargir leur domination. Il s'ensuit une guerre mondiale, il s'ensuit une réaction juridique et politique qui est l'ONU, qui consiste à dire, à partir du moment où un des États devient plus puissant que les autres, que ses voisins au plan militaire, il n'a plus le droit de rentrer chez le voisin pour exercer frontalement sa domination. J'ouvre une parenthèse. D'où la nécessité de trouver un autre moyen d'exercer sa suprématie que par la voie militaire. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme économique. Certes, les États militairement n'ont plus le droit d'aller chez le voisin pour exercer leur souveraineté de force, mais ils peuvent négocier tout à fait normalement, voire éventuellement par de la corruption, ou par le choix ciblé de certains dirigeants politiques qui vont prendre la suite, on peut continuer d'exercer une domination, mais cryptée, en tout cas cachée, en tout cas détournée au plan économique, puisque au plan militaire, on ne peut plus le faire. Ce que je dis, souffrant évidemment une exception, ou en tout cas une entorse d'actualité brûlante en ce qui concerne en ce qui concerne la Libye, puisque une résolution 1973 a autorisé la France à sécuriser l'espace aérien au profit, en tout cas avec l'objectif officiel de la protection des populations civiles insurgées de Benghazi, et qu'on assiste à une dérive consistante à programmer des bombardements militaires
non pas sur la zone à protéger, mais sur la capitale de la Libye, au moyen de bombes extrêmement chères, et en tout cas insuffisamment nombreuses dans les stocks de l'armée française, puisque ce soir, donc 14 juin 2011, il est devenu de notoriété publique que les stocks de bombes françaises sont épuisés. On a donc une dérive, une autre forme de colonisation sous la forme de soit des contrats, des concessions, des arrangements avec les grands groupes internationaux qui continuent d'exploiter les ressources d'un pays colonisé, malgré la décolonisation. Enfin, après la décolonisation, on continue d'exercer par des moyens détournés, mais au plan militaire, et avec l'exception de cette dérive actuelle, puisqu'on peut maintenant faire la guerre au motif que l'on maintient la paix, mais c'est un artifice, et cet artifice, je l'annonce publiquement à l'occasion de cette conférence. Je pense à titre personnel que d'ici quelques semaines, au moment où la résolution 1973 va devoir être redébattue au Conseil de sécurité de l'ONU, il me semble que certains pays, qu'ils soient permanents ou non permanents, les non permanents, ce sont des États de moindre importance. Mais en tout cas, la Chine et la Russie, me semble-t-il, vont avoir des choses à dire et des demandes à formuler, étant précisé qu'on ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas faire le grand écart non plus trop longtemps avec les principes de base. Le principe de base, c'est que les territoires doivent être soumis à l'appréciation souveraine des peuples qui les habitent, et en particulier si l'État ou le territoire en question a eu une souveraineté qui a été reconnue par la communauté internationale. C'est le cas de la Savoie. Ceci pour dire que, par exemple, et pour être concret dans l'illustration de mes propos, la reconnaissance par l'État français du Conseil national de transition libyen pose des problèmes juridiques qui sont d'ailleurs abordés par un certain nombre de juristes français, mais surtout par énormément de juristes de par le monde, qui effectivement considèrent que l'intervention française excède l'autorisation qui a été donnée. Mais la France a reconnu le Conseil national de transition libyen. C'est son droit. Un État a le droit de reconnaître un Conseil national ou un gouvernement de transition. La France ne s'est pas gênée de le faire. Elle a été suivie, je crois, et sauf erreur, par le Qatar, puis par l'Italie. Mais rien n'empêcherait, par exemple, la Libye de reconnaître le Conseil national de la Savoie, et avec des conséquences très importantes au niveau des discussions qui sont en train d'intervenir au sein de l'ONU, où se dégage d'un côté un camp qui souhaite conserver l'idée qu'une domination militaire doit pouvoir s'exercer, fût-ce sous couvert de causes humanitaires, mais en tout cas le droit, la force doit continuer de primer le droit, et en revanche, un certain nombre de pays, et majoritaires dans la planète, qui considèrent qu'à un moment où tout va mal, où effectivement des événements d'ampleur mondiale se produisent et sont susceptibles de générer des cataclysmes du type de ceux qu'ont connu les principaux acteurs de la politique mondiale en 14-18 et en 39-45, il est tout à fait possible que l'effondrement économique, l'effondrement des relations équilibrées entre les différentes puissances mondiales n'aboutissent très rapidement à une crise majeure. J'annonce publiquement qu'il me semble que d'ici 6 semaines, une scission très importante va avoir lieu entre
divers clans, divers partis de la diplomatie mondiale. D'un côté, ceux qui exercent la domination financière et militaire, et de l'autre côté, ceux qui exercent une prédominance chaque jour renforcée au niveau démographique et au niveau des principes juridiques sur lesquels ils s'appuient. On peut être fort, mais si on est fort et qu'on est faible au niveau du droit d'être fort, eh bien en réalité cette force est seulement apparente. Alors, parlons d'apparence et de droit apparent. On peut très bien donner l'impression d'avoir un droit et en réalité ne pas l'avoir ou ne plus l'avoir. Je suis au volant de ma voiture et on suppose que j'ai le permis de conduire. Mais si on me le demande et que je ne suis pas en mesure de le fournir, cette présomption tombe. Je suis présumé, en étant au volant de ma voiture, disposer de tous les droits de le faire, mais si on me le demande et que je ne suis pas en mesure de prouver que je suis titulaire du permis de conduire, eh bien, cette apparence est trompeuse. Je n'ai pas le droit de conduire, je conduis, mais je n'ai pas le droit de le faire. Deuxième exemple, vous épousez quelqu'un que vous croyez veuf, célibataire ou divorcé, et il s'avère que cette personne eh bien, était mariée préalablement, qu'elle croyait que son mari était mort ou qu'elle avait oublié qu'il existait. Si jamais cette personne réapparaît, le mariage qui a été célébré, qui donne tout à fait l'apparence d'être correct, vous vous êtes mariés, vous avez publié vos bans, vous avez signé les registres d'état civil, néanmoins, eh bien, avec l'apparition, la réapparition, la découverte du poteau rose, la découverte de l'existence du premier mari ou de la première femme, eh bien, le deuxième mariage, il est purement et simplement annulé. C'est-à-dire que vous donnez l'apparence d'être marié à Madame X, et il s'avère que Madame X, eh bien, elle est votre épouse putative, la putativité étant, la définition de la putativité étant d'être une légitimité qui a l'apparence d'être légale, mais qui en réalité ne repose sur aucun fondement réel. C'est le cas de la Savoie, avec la France. Lorsque vous reprendrez votre véhicule pour rentrer chez vous, vous êtes susceptible d'être contrôlé par des gendarmes ou des policiers français. Ils sont porteurs d'uniformes de l'armée française ou de l'administration française. Ils ont l'apparence d'être tout à fait légaux, mais si vous grattez, si vous leur demandez leurs papiers, ils ne sont pas en mesure de vous les fournir. Alors, c'est évidemment pas les policiers, les fonctionnaires de base, les policiers ou gendarmes qui sont susceptibles de fournir les justifications. Eux, ils agissent par délégation. C'est une espèce de pyramide. La délégation de pouvoir tombe comme des coupes de champagne dans un mariage, et tout en haut, il y a évidemment le président de la République qui est titulaire de l'autorité de l'État et qui délègue ses pouvoirs aux différentes administrations, lesquelles les délèguent aux différents chefs de service, lesquels les délèguent aux différents fonctionnaires qui sont susceptibles de vous contrôler. Mais l'objet de cette réunion, c'est de faire le point et de vous donner des exemples concrets et de vous ouvrir les perspectives qui ne sont pas encore dans la tête de tout le monde, mais à ce sujet. Il me semble que lorsque un fait est extrêmement important, il est fondamental, je ne parle pas de cas qui sont faussement fondamentaux. La question de savoir si M. Strauss-Kahn a effectivement commis des infractions au préjudice d'une femme de chambre à New York, c'est un problème important, mais faussement important. En réalité,
tout le monde sera d'accord pour dire que ça n'est pas, même si c'est un événement planétaire, en réalité ce n'est pas un événement susceptible de bouleverser considérablement la planète. En revanche, certains événements, certains faits qui sont susceptibles tout à fait de bouleverser la planète, eh bien, ils passent inaperçus, soit parce qu'ils sont trop dérangeants, soit parce que en parler, ça conduira à ne plus parler que de ça, mais au moment où, effectivement, beaucoup de minutes sont consacrées dans les journaux télévisés et beaucoup de lignes dans les journaux sur cette affaire de mœurs américaine, eh bien, on parle très peu de 4 réacteurs nucléaires qui sont en fusion et dont on ne sait pas exactement comment on pourra les arrêter. Alors, la Savoie, c'est la même chose. En réalité, c'est un problème tellement important qu'on évite de l'aborder. Car aborder le problème de la Savoie, c'est rentrer dans un processus où, effectivement, il va falloir s'interroger sur toutes les conséquences que cela peut avoir. Si, effectivement, la France exerce une autorité putative, c'est-à-dire ne reposant plus sur aucun fondement juridique réel, si effectivement la France est au volant de la Savoie sans permis, eh bien, les conséquences sont colossales. Des conséquences au niveau des impôts, puisque la France exerce son droit régalien de perception des taxes fiscales et parafiscales. Si jamais elle perd le droit de faire ça en Savoie, elle perd le droit de réclamer et de percevoir les impôts. Au niveau de la justice, le code pénal, le code de procédure pénale français s'applique putativement, en tout cas en apparence, en Savoie, mais si on commence à gratter et que l'on réalise qu'il ne s'applique pas, alors c'est une cohorte de recours qui sont susceptibles de s'ouvrir. Les législations diverses et variées sont applicables en Savoie à la condition exclusive, sine qua non, pas exclusive, condition sine qua non de la légitimité des services français en Savoie. Si ce n'est pas le cas, tout s'effondre. Tout s'effondre et tout doit être reconstruit. Alors, la question de savoir comment cela sera reconstruit fera l'objet des dernières conférences avant l'été, mais je dirais que on s'en fiche un peu. La façon dont la Savoie va tirer les marrons du feu et qui va réussir à conduire la Savoie vers la voie qui est la sienne et celle de la majorité de son peuple ou de ses populations, c'est un vaste sujet dont je pense toutes les formations politiques, toutes les formations religieuses, tous les lobbies, toutes les sectes et autres organismes officiels ou officieux vont devoir se saisir. Mais c'est indépendant du problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que la Savoie est donc française depuis 150 ans, que depuis 150 ans, il n'y a jamais eu aucun juriste de droit international qui se soit penché à plein temps et pendant une longue période sur le sujet pour en sortir l'essentiel, que ce travail, il a été fait depuis 4 ans maintenant, et que le résultat, c'est cette conférence dans laquelle, je le dis très nettement, j'affirme et je prouve que le traité d'annexion territoriale de la Savoie, qui permet à la France d'exercer depuis 150 ans son autorité sur ce peuple et sur ses populations, ce traité, il est annulé. La légitimité française, elle est putative. Ce ne sont que des apparences. Il ne manque plus que de porter à la connaissance cet état de fait auprès de toute la population pour que celle-ci réalise à quel point l'ampleur des conséquences est considérable. Mais ces conséquences, ce n'est pas l'objet de cette conférence. L'objet de cette conférence, c'est de dire voilà le détonateur.
Voilà ce qui va faire que la Savoie va, si ce n'est renaître de ses cendres, elle n'a pas brûlé, elle a simplement confié son foyer à l'administration française. Elle va nécessairement et obligatoirement retrouver sa légitimité propre et sa souveraineté singulière. Et les conséquences que cela va prendre, eh bien, c'est un autre sujet. Pourquoi donc ce basculement va-t-il intervenir? Il va intervenir parce que tout simplement, le traité de Paris de 1947, c'est un traité que la France ne peut pas, dont la France ne peut pas faire l'économie, puisqu'elle en est la signataire, elle en est la dépositaire, et c'est même un traité signé à Paris le 10 février 1947 que la France a enregistré à l'ONU, ce qui fait de ce texte du traité de Paris vraiment un document, un acte juridique incontournable et incontestable. D'autant plus incontestable que la France a choisi constitutionnellement de placer dans la hiérarchie des normes, c'est-à-dire dans l'importance des différents textes juridiques qui organisent la vie sociale et politique en France, de placer les traités internationaux tout en haut de la pyramide, et quel est le texte qui affirme ce que je viens de dire? Eh bien, c'est tout simplement la Constitution française. La Constitution française, dans son article 55, précise bien qu'en France, les traités internationaux l'emportent sur les lois. Conséquence pratique et illustration de mon propos, encore récemment, une décision européenne concernant les gardes à vue et l'obligation de présence d'un avocat au cours des interrogatoires de police et de gendarmerie, eh bien c'est cette jurisprudence européenne, du fait des traités internationaux européens signés par la France, ont été obligatoirement transposés dans l'espace juridique interne de la France. C'est une obligation. La France, dans son article 55, considère que les traités l'emportent sur le reste, sur ce qui est en dessous, et que si jamais il y a une incompatibilité, c'est le traité international qui l'emporte. Dans notre cas, le traité de Paris, donc du 10 février 1947, l'emporte sur le reste des lois. L'emporte donc sur le code électoral, sur le code fiscal, sur les procédures fiscales, le code général des impôts, sur le code pénal, le code civil, le code du travail. Tous ces codes, ce sont des lois. Et au-dessus des lois, il y a donc en France les traités internationaux, au rang desquels se trouvent évidemment les traités internationaux ratifiés, signés et enregistrés par la France, et surtout régularisés dans sa capitale. Est-ce que la France peut négliger un traité signé à Tombouctou? Non, elle ne peut pas le faire, parce que sa constitution dit qu'à partir du moment où la France s'est engagée dans une convention ou un traité international, si jamais on découvre qu'une loi, un règlement, une circulaire, un décret ne sont pas conformes à cette convention internationale signée à Tombouctou, eh bien on s'arrangera pour faire disparaître ou modifier les textes inférieurs. Mais ce n'est pas un traité signé à Tombouctou, c'est un traité signé à Paris. Donc le 10 février 1947, nous sommes à la fin de la guerre, la France va signer, ainsi qu'une vingtaine de pays qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, ils vont signer un traité de paix à Paris le 10 février 1947, et c'est le traité qui va permettre aux Italiens de pouvoir rentrer à l'ONU. L'ONU a été créée fin 1945 et très rapidement, dès sa création, l'Italie a souhaité faire partie des puissances fondatrices de l'ONU. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Italie considérait qu'elle avait gagné la Deuxième Guerre mondiale. Dans un premier temps, avec Mussolini, elle s'est certes rangée du côté germanique, mais en fin de guerre et avec le renversement de Benito Mussolini et l'aide apportée par la résistance italienne aux forces de libération américaines et françaises notamment,
eh bien, ils ont considéré qu'ils ont participé à la libération de l'Europe et à la bataille contre l'expansion territoriale de type colonial exercée par le Troisième Reich. Donc l'Italie, dès 1945, souhaite rentrer à l'ONU. Et elle a besoin pour ça d'être en paix. Et c'est à Paris que ça se passe. C'est à Paris que ça se passe. Nous sommes le 10 février 1947. Appuyé sur votre tempe gauche, et nous sommes en train de remonter le temps. Nous nous retrouvons donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes en 1947, et c'est le plan Marshall. C'est-à-dire les États-Unis qui mettent de l'argent sur la table pour permettre la reconstruction de l'Europe. C'est bien connu, une guerre, ça sert à casser, et puis ça permet de reconstruire. Et il est bien clair que les bombardements américains en Irak ont permis l'actuel marché très juteux de reconstruction de l'Iran. Les guerres sont faites pour pouvoir exercer une activité économique et ramifier et renforcer ses liens ou son influence, son cercle d'influence sur la zone dans laquelle il y a eu des combats. C'est exactement ce qui se passe avec la Deuxième Guerre mondiale, où les Américains participent à la libération de l'Europe, mais participent également financièrement et au travers de leurs nombreuses structures industrielles à la reconstruction de l'Europe. Nous sommes en 1947. Le plan Marshall, des centaines de millions de dollars à l'époque or affluent, et c'est une opportunité formidable. L'Italie et le reste de l'Europe, des pays européens, sont dans cet état d'esprit. Nous allons reconstruire le monde au travers de l'ONU, et l'Europe en particulier au travers de ce plan Marshall qui est une injection de capitaux qui viennent faire quoi? Qui viennent reconstruire et permettre de reconstruire les dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale, laquelle Seconde Guerre mondiale n'était que la conséquence de la crise de 29. Crise de 29, Wall Street subit un cataclysme, et quelques années plus tard, et après les crises économiques considérables dans lesquelles se retrouve notamment l'Allemagne à la suite de cet effondrement financier, eh bien, il y a un seul moyen de faire repartir la machine, c'est une guerre mondiale. Alors je ne suis pas catastrophiste en disant crise de 29, guerre de 39, crise de 2009, guerre de... Bon. Mais telle est la situation en 1947. L'Italie veut faire partie de l'ONU, pourquoi pas, et la France signe à Paris, et la plupart des grands de ce monde viennent signer à Paris ce traité. Est-ce que la France peut faire l'économie de ce traité? Non. D'abord parce qu'elle ne peut faire l'économie d'aucun traité, et en particulier pas de celui-là. Ce traité comporte un article 44 qui est la remise en vigueur des traités antérieurs. Car oui, lorsque vous faites la guerre à quelqu'un, tous les traités que vous aviez avec lui sont suspendus. Et pour qu'ils soient remis en vigueur, encore faut-il qu'un traité de paix le mentionne. Dans le cas du traité de paix du 10 février 1947, cette remise en vigueur est conditionnée. C'est l'article 44 qui le dit. Les traités antérieurs au 10 février 1947, il n'est pas nécessaire d'être fort en arithmétique pour savoir que le traité du 24 mars 1860 est évidemment antérieur au traité du 10 février 1947. Donc le traité de 1860 est bien concerné. Les traités antérieurs sont remis en vigueur à la double condition d'être effectivement notifiés aux Italiens. Nous avions des traités avant la guerre, et parmi ces traités, on veut garder celui-là, 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 celui-là.
L'article 44.1 invite les 20 signataires de ce traité à notifier à l'Italie lesquels de leurs traités antérieurs ils comptent procéder à une remise en vigueur. Et, article 44, paragraphe 2, mesdames et messieurs les diplomates en séjour à Paris, n'oubliez pas que l'ONU a été créée l'année dernière, nous sommes en février 47 et l'ONU a été créée fin 45. N'oubliez pas que l'ONU existe et qu'au terme de la charte de l'ONU, nous avons l'obligation, nous diplomates, d'enregistrer auprès de l'ONU les traités qui auront été notifiés à l'Italie. Est-ce que je suis clair dans mes explications? Cela me semble le cas. La France, en 1947, signe le 10 février un traité par lequel tout le monde doit notifier à l'Italie les traités antérieurs, article 44, paragraphe 1, et ne pas oublier, article 44, paragraphe 2, de l'enregistrer à l'ONU qui vient d'être créé. Cet article 44 est intéressant car il oblige les signataires à ces deux choses, la notification à l'Italie et l'enregistrement à l'ONU, mais il comporte un troisième paragraphe, et c'est là que la Savoie et ses populations vont trouver le point d'appui sur lequel, à propos duquel Archimède disait « Trouvez-moi un point d'appui et je soulèverai la terre ». Alors moi, je vous démontre le point d'appui sur lequel je soulèverai la Savoie. C'est ce traité de 1947, cet article 44 et notamment son paragraphe 3 qui vient s'ajouter aux deux précédents, notification et enregistrement. Le troisième paragraphe, c'est les traités qui n'auront pas fait l'objet d'une telle procédure de notification et d'enregistrement seront tenus pour abroger. Seront tenus pour abroger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je demande à mon gendarme qui va me contrôler tout à l'heure, si je lui demande de me prouver qu'il est titulaire de son permis de me contrôler, eh bien, il est tenu pour abroger. Il est tenu pour abroger parce que tout simplement, ce permis, il n'a pas été notifié et il n'a pas été enregistré. Alors, encore hier, le journal Le Dauphiné mentionnait qu'une question gouvernementale avait été posée à un député en la personne de M. Nicolin, député de la Loire, député étiquette UMP. Ce n'est pas un problème politicien de peau de banane qu'on place sous les pieds du groupe d'à côté. Non, c'est un député UMP qui pose une question en mars 2010, réponse qui apporte, question qui est suivie d'une réponse datée du 15 juin 2010. Nous sommes le 14 juin 2011. Nous sommes donc un an plus tard. Depuis plus d'un an, donc, une réponse a été fournie concernant le défaut d'enregistrement. Je suis bien clair dans ce point crucial. Le traité du 10 février 1947 obligeait la France, ainsi que les autres pays d'ailleurs signataires, à notifier à l'Italie les traités qu'il souhaitait remettre en vigueur. Et ensuite, paragraphe 2, il fallait l'enregistrer. Y a-t-il eu enregistrement? Non. On en a la réponse officielle du 15 juin 2010 qui dit c'est M. Kouchner qui est ministre des Affaires étrangères et européennes qui se saisit de la question et qui répond officiellement. Tout ça est publié au journal officiel en répondant très clairement « Ok, nous n'avons pas enregistré, mais nous allons le faire et nous avons d'ores et déjà donné les instructions pour y procéder dans les meilleurs délais. » Nous sommes donc le 15 juin 2010, nous ne savons pas quand ces instructions ont été données, mais au 15 juin, elles ont d'ores et déjà été données. Et comme nous sommes le 14 juin 2011, je peux affirmer publiquement et sur le net que la France n'a pas enregistré. Alors moi je dis
quelque chose de très précis. Monsieur Sarkozy est avocat de formation. Je suis d'ailleurs intéressé de dire ce soir de qui il est avocat, M. Sarkozy. M. Sarkozy était avocat de Neuilly contentieux, c'est-à-dire du contentieux bancaire, que celui-ci, en sa qualité de chef d'État français, vienne me contredire et me poursuivre, encore que je lui souhaite bien du courage de me poursuivre, puisque mes pieds se trouvent sur le territoire international de la Savoie, et que pour me poursuivre sur la base de textes français, parce que je dirais la vérité, je lui souhaite bien du courage. En tout cas, ce sera un affrontement très intéressant entre finalement deux juristes et avocats de formation, lui représentant les intérêts de la Savoie et moi représentant les intérêts de la France. Et je viens dire que M. Sarkozy est incapable de fournir la preuve de l'enregistrement du traité d'annexion territoriale de la Savoie auprès de l'ONU, quand bien même, très officiellement, son ministre des Affaires étrangères a affirmé le contraire il y a un an. Il y a un an, on dit, il y a des instructions qui sont d'ores et déjà données pour procéder à l'enregistrement. Cet enregistrement prend environ 15 minutes. Et ça fait un an que l'enregistrement n'a toujours pas lieu. Alors finalement, entre avocats de formation, on peut se jeter des défis. Et je jette ce défi public à M. Sarkozy, ès-qualité d'ancien avocat et de président de la République française, garant officiel et constitutionnel du respect des traités internationaux. Est-ce que, oui ou non, le traité d'annexion territoriale de la Savoie a été enregistré auprès de l'ONU? Moi, personnellement, j'affirme que non. Et je vais plus loin. Cette réponse a consisté à dire qu'on allait y procéder, c'est toujours pas fait, mais que de toute façon, il fallait savoir quelque chose, c'est qu'on allait quand même notifier. Et on nous fournit même, le 15 juin 2010, une date d'un journal officiel par lequel aurait été publiée officiellement la liste des traités notifiés à l'Italie. Alors, à ce sujet, je relance un défi à M. Sarkozy, je le mets au défi de me fournir la date, le numéro d'enregistrement et le nom du signataire qui aurait notifié à l'Italie ce traité d'annexion territoriale, étant précisé que les diplomates italiens n'en ont pas trouvé trace. Alors, si la France a notifié à l'Italie et que l'Italie n'en a pas trouvé trace, alors c'est que quelque part dans les tiroirs du ministère ou de la présidence de la République, il se trouve un papier, montrez-le. Est-ce que oui ou non, ce traité d'annexion territoriale de la Savoie a été notifié aux Italiens? J'affirme que non, et je m'appuie là-dessus sur la réponse qui m'a été fournie par les Italiens. Si la France a notifié, eh bien qu'elle le montre, et si elle n'a pas notifié, alors c'est très grave. Parce que si elle n'a pas notifié, cela veut dire qu'on a répondu à M. Nicolin un mensonge, un double mensonge. On a donné ordre d'enregistrer et on va le faire dans les meilleurs délais, premier mensonge, deuxième mensonge, mais c'est pas grave qu'on n'ait pas enregistré parce que de toute façon on a d'ores et déjà notifié. Ben non, si vous n'avez pas notifié, c'est très grave parce que c'est un mensonge d'État. Alors moi, au moment où j'en suis, à l'endroit où j'en suis de mon combat pour ce peuple et le respect de ses droits attachés à ce territoire, je viens dire que les mensonges d'État, ça peut être utile, ça existe. Mais si il y a des mensonges d'État, alors c'est qu'il y a des menteurs d'État. Donc j'affirme que M. Sarkozy, ainsi que son ministre actuel des Affaires étrangères, sont des menteurs. J'affirme que la France est une menteuse. J'affirme que la France, au travers de ses instances politiques responsables de ce qui est dit et de ce qui est publié officiellement et diffusé auprès du peuple, eh bien, si ce qui est diffusé, c'est un mensonge d'État, alors ces gens-là sont des menteurs. Et qu'ils m'attaquent et qu'ils me demandent de justifier de ce que je dis. Et je vais le faire très facilement. J'ai une note verbale, c'est-à-dire que les diplomates italiens, les seules traces qu'ils ont retrouvées d'un début de commencement de notification, c'est une note verbale
Une note verbale, comme son nom ne l'indique pas, c'est un document écrit par lequel les diplomates se disent, enfin s'écrivent ce qu'ils se disent. Ils ne signent pas, c'est justement pour éviter d'officialiser les discussions, les pourparlers, mais ces notes verbales, elles restent dans les tiroirs, on ne les sort jamais. On ne les sort que s'il y a un problème. Eh bien, il se trouve que la diplomatie italienne a fourni une note verbale. Qu'est-ce qu'elle dit, cette note verbale? Elle dit que, tout simplement, la France a envisagé, à un moment donné, de notifier, mais qu'elle ne l'a pas fait. Ce qui est une circonstance aggravante. Non seulement elle n'a pas notifié, mais elle savait qu'elle devait le faire, puisqu'elle a envisagé officieusement, mais par écrit, de le faire. Pourquoi n'y a-t-il pas de notification? Pourquoi est-ce que M. Sarkozy et son gouvernement, je peux, sans aucun risque juridique, affirmer publiquement qu'ils sont des menteurs d'État? Pourquoi? C'est ça qui est intéressant. En vertu de l'article 44, paragraphe 2, la France devait enregistrer son traité d'annexion territoriale de la Savoie. Elle devait le faire. Pourquoi ne le fait-elle pas? Elle ne le fait pas parce que nous sommes en 1947, que les empires coloniaux sont en train de se disloquer. C'est à partir de 1945 que l'Empire britannique se disloque, que l'Empire français disparaît, l'Empire colonial français. Et en 1947, la Savoie, il ne faut surtout pas l'enregistrer à l'ONU. Car si la France enregistre à l'ONU en 1945 son traité d'annexion territoriale, immédiatement, l'ONU va lui demander de décoloniser. En tout cas, qu'est-ce que vous comptez faire? Et pour éviter ça, la France n'a pas enregistré. Et pour éviter ça, la France n'a toujours pas enregistré, un an plus tard, un traité dont elle aurait dû procéder à son enregistrement il y a 60 ans. Avec 60 ans de retard. Eh bien, avec 60 ans de retard, on réalise qu'on devrait le faire, on promet de le faire, mais on ne le fait toujours pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un traité d'annexion territoriale. Et qui dit annexion territoriale, dit saisine automatique ou provoquée du bureau de décolonisation, c'est-à-dire d'un organe spécifique de l'ONU destiné à régler ce type de problème. Et lorsque Madame Panchard, qui est, je crois, secrétaire d'État au DOM-TOM, à propos de Mayotte, déclare récemment, et c'est passé inaperçu, que selon la diplomatie française, très officiellement, vous pouvez vérifier en tapant Google, Panchard, Mayotte, cette secrétaire d'État, donc ce ministre, vient dire que, dans une phrase exceptionnelle, que Mayotte, c'est comme la Savoie et Nice. Elle dit ça expressément. Vous avez sur Internet la possibilité de voir un ministre français qui vient vous dire Mayotte, c'est comme la Savoie et Nice. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? En quoi Mayotte ressemble-t-elle à la Savoie et Nice? Pourquoi pas l'Aquitaine et Clermont-Ferrand? Ben non, c'est pas cette phrase-là qui est dite. C'est Mayotte, c'est comme la Savoie et Nice. La France, c'est Nice, la Savoie et Mayotte. Très précisément, la question, la déclaration, c'est Mayotte, c'est comme la Savoie et Nice. Et bien tout simplement parce qu'il y a un problème juridique qui est comparable. La départementalisation, le fait d'avoir transformé Mayotte en un département français, a valu à l'ONU d'être saisie immédiatement d'une contestation, et juridiquement, il y a un problème avec la Savoie et Nice qui permet à un ministre d'annoncer publiquement et de mettre dans une même phrase des éléments territoriaux et des populations qui, a priori, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Cette phrase consultable sur Internet, eh bien,
je mets au défi M. Sarkozy et le ministère des Affaires étrangères de venir s'en expliquer. Là, tout simplement parce qu'ils ont oublié volontairement de procéder à l'enregistrement de ce traité d'annexion territoriale, et pire, ils ont menti aux Français, et ce sont des menteurs d'État lorsqu'ils viennent dire qu'ils ont néanmoins notifié. Ils n'ont pas notifié, les Italiens n'en trouvent aucune trace. Alors, de toute façon, qu'il y ait une notification ou qu'il n'y ait pas eu notification, le problème est le même. Parce que l'article 44 précise bien que les États doivent faire les deux choses. Ils doivent notifier et ils doivent enregistrer. Et à défaut d'avoir fait les deux choses, alors il y a un problème d'abrogation. D'ailleurs, ce traité du 10 février 1947, il n'est pas uniquement rédigé en français, il est également rédigé en italien et en anglais. Et les traductions italiennes et les traductions anglaises sont beaucoup moins nuancées que les traductions françaises, car l'esprit et le texte d'un acte juridique doivent normalement être en adéquation. L'esprit et le texte, c'est la même chose. Et dans la version anglaise et dans la version italienne, il n'y a pas de subtil distinguo entre la notification et l'enregistrement. On parle de tale notificazione, c'est-à-dire d'une telle notification. À ce sujet, un instant s'impose sur ce sujet précis. La notification et l'enregistrement sont des obligations qui sont cumulatives. Il faut faire les deux. Il faut notifier aux Italiens les traités antérieurs à 1947 et il faut les enregistrer à l'ONU. On n'a pas à distinguer les deux choses. C'est pour ça qu'un article suivant, un troisième paragraphe intervient. Notification paragraphe 1, enregistrement paragraphe 2, et à défaut d'une telle notification suivie d'enregistrement, eh bien il y a abrogation. Si jamais ce que je disais était faux, alors il n'y aurait pas l'utilisation du terme telle notification au paragraphe 3. On dirait tout simplement ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une notification, ce qui renverrait uniquement au paragraphe 1. Mais non, il y a une telle notification. Et c'est en paragraphe 3, c'est bien pour intégrer le paragraphe 2. Il faut notifier, il faut enregistrer, et si on ne fait pas les deux choses, si en réalité on blouse un territoire, on l'empêche d'exercer ses droits, on tait à la population ses avantages hérités de ses ancêtres, si la France, qui exerce des droits sur la Savoie, ne respecte pas ses obligations, si jamais la Savoie, qui a été rattachée à la France en vertu de ce traité du 24 mars 1860, à la condition que soit respecté, par exemple, son droit propre et l'implantation de ces tribunaux sous la coupe de la Cour d'appel de Chambéry, si ces obligations ne sont pas remplies, alors les droits ne sont pas remplis non plus. Nous sommes en 2011, le 14 juin, et le 15 juin 2010, c'est-à-dire il y a un an, on a promis à tout le monde de procéder à l'enregistrement. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas fait. En revanche, depuis 2010, eh bien, des tribunaux ont été fermés. C'est-à-dire que j'appelle évidemment à une prise de conscience des hommes et des femmes de bonne volonté, qu'ils habitent en Savoie ou qu'ils soient extérieurs à la Savoie, dès lors qu'ils sont un peu respectueux du droit des peuples et qu'ils se soucient du respect des textes par les plus grands de ce monde. Ce n'est pas parce que M. Sarkozy est président de la République qu'il est garant du respect des traités internationaux, mais qu'il est très content d'avoir une Savoie qui, politiquement, lui est plutôt favorable à son camp, qu'il peut s'arroger le droit de priver de leur histoire, de priver de leurs droits, de priver de leur futur, des centaines de milliers de personnes, et en partie qu'il y ait des centaines de milliers de personnes dont les origines familiales et historiques sont d'appartenir à un peuple de montagne qui est quasi millénaire. La France ne peut pas violer les droits de l'homme à l'intérieur même
de ses frontières, après avoir violé les droits de l'homme à l'extérieur de ses frontières. En tout cas, c'est discuté, et ça risque d'être discuté encore davantage dans les semaines qui viennent, mais à l'intérieur du territoire français, il faut absolument respecter le droit des peuples. C'est la raison pour laquelle je m'étais engagé dans cette voie, avec la chance et le succès que je viens de vous narrer, puisque c'est quand même exceptionnel d'avoir trouvé le point de rupture de ce traité. Il y avait des mouvements sur la Savoie, des mouvements patriotiques ou indépendantistes, mais ils se sont battus pendant des années pour trouver le moyen d'être respectés dans leur honneur et dans leur légitime revendication. Aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à ces trouvailles juridiques et ces omissions volontaires, on peut affirmer que le combat est gagné. Ce n'est juste une question de mise en forme. Illustration. Alors ça devient, c'est l'objet de cette soirée. Je vais vous donner des exemples concrets, amusants, de ce que ça peut donner. Un monsieur circule sur une nationale de Savoie et il a oublié de mettre sa ceinture de sécurité. Procès verbal est dressé. Le monsieur fait opposition à la notification de son amende contraventionnelle forfaitaire majorée et demande à être jugé au tribunal. Quel est son arrière-pensée à ce monsieur? Il se dit, bon, finalement, il y a un avocat, il s'appelle Fabrice Bonnard. Bon, il n'a pas l'air d'être totalement tolibrius. Il a exercé des fonctions pour l'État français au profit d'une administration centrale en la personne du ministère des Finances et plus particulièrement de la Direction générale des douanes. Et il me dit que les fonctionnaires qui me verbalisent, si je leur demande de me prouver qu'ils sont légitimes, de me prouver qu'ils ne sont pas putatifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'apparence d'être des gendarmes légaux, mais qu'en réalité ils ne le sont pas, si jamais je suis ce raisonnement, eh ben je vais arriver au tribunal et puis je vais pouvoir m'en sortir. Je ne vais pas contester de ne pas avoir eu ma ceinture de sécurité. Je vais contester le droit d'un gendarme français en Savoie de dresser, sur la base du code de procédure pénale ou du code de la route français, un PV à mon encontre. Donc ce monsieur prend soin d'envoyer immédiatement au tribunal, dès qu'il a la date à laquelle il sera jugé, une lettre dont il arrose de copies le président du tribunal, je crois de mémoire le président de la cour d'appel, le procureur de la République et, sauf erreur, également le procureur général de Chambéry. Que dit-il, ce monsieur? Il dit, dans 2 mois, vous allez me juger pour mon infraction au code de la route français. Je vous préviens tout de suite, que les choses soient bien claires. Dans 2 mois, je vais vous poser 2 questions. Donc, je ne vous prends pas en traître. Je vous pose d'ores et déjà 2 questions pour que vous puissiez vous préparer, parce que quand vous allez me juger dans 2 mois, ne croyez pas que je vais être un simple conducteur qui est verbalisé comme les autres. Je suis un gars particulier qui va vous poser un petit problème, c'est-à-dire que je vais mettre en doute la légitimité de votre tribunal. C'est-à-dire que vous allez me juger, mais pour me juger, il va falloir d'abord que vous passiez par un mini-jugement, un petit truc assez simple à faire. Vous allez me prouver que vous êtes légitime à me juger. Pour ça, c'est très simple, puisque vous êtes un tribunal français, que vous devez respecter les textes juridiques français, et en particulier les traités internationaux, et en particulier les traités signés à Paris. Eh bien, vous allez tout simplement me fournir la notification d'acte numéro
et identité du notificateur, et vous allez me fournir date, numéro d'enregistrement et identité de celui qui, d'après votre ministre, il y a un an, a eu un an pour procéder à une petite démarche qui prend un quart d'heure. Donc je vous préviens tout de suite, dans 2 mois, quand vous allez me juger, je vous préviens tout de suite, il faudra me fournir ces deux éléments de réponse, parce que si vous ne les fournissez pas, il va y avoir un petit problème. C'est que si vous ne les fournissez pas, votre tribunal est putatif. Votre magistrature, vos codes de la route, vos codes de procédure pénale, vos huissiers du Trésor chargés de recouvrer cette amende, ça ne tient pas. Ça ne va pas aller. Donc je vous préviens tout de suite à l'avance, préparez quand même les dates, numéros et identité des notificateurs et enregistreurs. Pas de réponse. La veille ou l'avant-veille de l'audience, ce monsieur prépare des conclusions qui saisissent le tribunal, très officiellement. Le tribunal qui est prévenu depuis plusieurs semaines sur le fait que, attention, pour le juger, il va falloir fournir les 2 éléments. C'est assez simple, c'est 2 petits bouts de papier, c'est quand même, je ne sais pas, dans la salle ou devant les écrans de leurs ordinateurs, il me semble que les gens qui me regardent et qui, par exemple, ont acheté une maison, ont conservé les actes qui leur permettent de se considérer chez eux. Donc si la France a signé beaucoup de traités internationaux, je pense qu'il est quand même préférable qu'elle ne les ait pas oubliés ou perdus, mais en particulier pas celui-là, parce qu'il s'agit d'un traité d'annexion territoriale qui représente quand même la possibilité d'exercer des pouvoirs régaliens, de percevoir des taxes fiscales et parafiscales sur 2 départements et demi, puisque Nice est effectivement, comme la Savoie, concerné. Ce monsieur, donc, redit ce qu'il a dit par écrit et qu'il a prévenu, à savoir qu'il exige, avant que d'être jugé, d'avoir une réponse sur les 2 questions simples. Avez-vous notifié à quelle date et quel est le numéro? Et qu'il l'a fait. Avez-vous enregistré à l'ONU quelle date, quel numéro et qu'il l'a fait? Il le fait par écrit et il dit « Moi, je ne suis pas avocat ». Alors, je demande un avocat pour qu'il vienne vous expliquer ce que je vous écris. Je n'ai pas d'argent, j'ai un certificat de non-imposition, c'est-à-dire que je suis pauvre, et il se trouve qu'en Savoie, avant que d'être annexé et rattaché à la France, il existait une institution absolument superbe qui permettait aux pauvres de Savoie d'obtenir la désignation d'avocats qui non pas touchaient des indemnités ou des aides juridictionnelles au rabais, au lance-pierre et payés avec des mois, des semaines ou des mois de décalage. Non, ça permettait en Savoie tout simplement que les pauvres aient un avocat normal, un avocat plutôt chevronné, un avocat ayant plutôt fait ses preuves, un avocat élu par ses pairs et ayant quasiment un statut de magistrat, puisqu'il était rattaché à l'État et qu'il présentait ses honoraires comme n'importe quel client paye des honoraires. Et bien, du fait qu'il était pauvre, il pouvait bénéficier des services d'un avocat chevronné, payé directement par l'État au prix fort, c'est-à-dire au tarif normal. Et ce monsieur dit, écoutez, si vous ne me répondez pas à la notification et à l'enregistrement, je vous préviens tout de suite, je veux un avocat, puis je veux un avocat comme ça. Moi, je veux un avocat qui sera payé le temps qu'il prendra pour comprendre tout ce que je viens de vous expliquer. Moi, je ne suis pas avocat, dit ce monsieur, je veux un avocat des pauvres. J'attire votre attention, dit-il, sur le fait que moi, je considère qu'en Savoie, vous n'êtes plus légitime, à défaut de me fournir la notification et l'enregistrement, mais vous considérez que vous êtes toujours légitime en Savoie. La France considère qu'elle est légitime en Savoie. Elle ne le prouve plus. Elle est incapable de le prouver. Incapable de le prouver. Mais vous l'affirmez. Si vous l'affirmez, j'attire votre attention, dit toujours ce monsieur, j'attire votre attention sur le fait que la France ayant signé la Convention de sauvegarde, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
Qu'est-ce que c'est que ce texte-là? C'est un texte, c'est les droits de l'homme, version étatique. Et en Europe, les pays qui signent cette Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme s'obligent à un certain nombre de respects fondamentaux des libertés publiques, et notamment en matière de procès, c'est l'article 6, tout justiciable des pays qui ont signé cette Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent bénéficier, l'article 6, donc la Convention européenne des droits de l'homme, c'est le droit à un procès équitable et le droit d'avoir un avocat. Et ce monsieur dit à la France, attention, moi je considère que vous n'êtes plus légitime en Savoie, mais vous considérez que vous l'êtes. Mais si vous considérez que vous l'êtes, vous êtes soumis à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vous devez me fournir un avocat. C'est pas que j'ai le droit à un avocat, c'est que vous avez l'obligation, vous la France, en tant que signataire de ce traité, de cette convention internationale, sur tout le territoire français et dom-tom, hein, toute la réglementation française est soumise, je vous le rappelle, en vertu de l'article 55, aux traités internationaux. Donc la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, c'est une convention internationale, c'est un traité, il s'applique. Et ce monsieur dit, attention, moi je veux un avocat. Et il fait un développement assez précis sur le défaut de notification et le défaut d'enregistrement. Réponse. D'abord, ce monsieur ne trouve pas d'avocat. Parce que 3 avocats d'Albertville vont soulever la clause de conscience. Qu'est-ce que c'est la clause de conscience? C'est la possibilité pour un avocat, dans un cas extrêmement difficile au plan moral et spirituel, je parle par exemple d'un viol d'enfant suivi d'assassinat ou de torture, l'avocat n'est pas tenu, obligé de défendre une cause qui heurte sa conscience de manière frontale. Mais là, pour une simple ceinture de sécurité, vous avez 3 avocats français inscrits au barreau d'Albertville qui soulèvent leur clause de conscience. Allez, nous sommes en montagne, je vais donner un exemple illustrant quand même l'énormité de ce que je viens de dire. Vous savez que par exemple, dans les services de secours en montagne, il peut arriver un cas exceptionnel dans lequel l'intervention de sauvetage expose tellement les sauveteurs eux-mêmes à prendre des risques létaux que les sauveteurs peuvent être autorisés, on conçoit qu'ils peuvent soulever une clause de conscience. La chose est tellement grave, la situation est tellement périlleuse que l'on peut, dans des cas extrêmes, admettre qu'on puisse laisser dans le danger une personne qui va éventuellement mourir, parce que envoyer des gens à son secours, c'est s'exposer à davantage de morts que celui qui est déjà pris dans le souci. Vous interrogez les sauveteurs professionnels, la plupart sont des hommes qui sont empreints de générosité et qui se sont consacrés à la défense d'autrui. C'est normalement le cas aussi des avocats. Généralement, cette clause de conscience qui permet à un sauveteur d'éviter d'aller lui-même s'exposer à un péril, ce cas de figure est extrêmement rare. Et il y a beaucoup de sauveteurs qui, malgré les risques, y vont quand même, et grâce doit leur en être rendue. Mais comment jugeriez-vous un sauveteur qui refuserait d'intervenir, non pas sur une zone dangereuse où effectivement il risque sa vie, mais tout simplement d'intervenir sur une piste balisée et sécurisée, une piste bleue en plein domaine skiable? Moi, je soulève ma clause de conscience. Ah, ben, attendez, faire un sauvetage, c'est risqué. Hein. Des fois que je croise mes skis, je risque de me faire un ligament croisé du genou. Aller sauver quelqu'un sur une piste bleue, c'est beaucoup trop compliqué. Moi, je soulève ma clause de conscience. Ben, c'est exactement ce qu'ont fait 3 avocats d'Albertville.
pour une affaire de simple ceinture de sécurité. Je ne parle pas d'un viol d'enfant, d'un crime contre l'humanité, je ne parle pas d'un assassinat de personnes âgées, d'un truc qui a retourné les consciences et les cœurs alentours. Non, je parle d'une ceinture de sécurité. Et bien, vous avez 3 avocats qui vont dire « Ah ben non, ce monsieur, effectivement, il a droit à un avocat, effectivement, il en demande un, mais nous, si vous nous désignez, on soulève notre clause de conscience. » 3. Ce que je dis, c'est inscrit dans le jugement qui est rendu. Ce jugement, il est extraordinaire, puisqu'il juge le monsieur qui a demandé un avocat il y a 2 mois, qui y a droit et dont la France a l'obligation de le lui fournir. Eh bien, ce jugement, il condamne à quelques euros pour la ceinture de sécurité. On fait fi des conclusions, on fait fi des demandes qui sont faites, on juge un type sans lui fournir d'avocat, parce qu'il y a 3 avocats qui refusent d'aller sauver un skieur en pleine piste bleue, et parce que il n'a pas sa ceinture de sécurité, les avocats soulèvent leur clause de conscience. C'est merveilleux, mais c'est pas tout. C'est pas tout. À la question posée par le type en question, directement, puisque les avocats se sont défilés, mais qui sont tamponnés par le tribunal. Le type pose des questions. Je remets en cause la légitimité de votre tribunal, car votre tribunal n'est légitime que pour autant que le code de procédure pénale français s'applique, que pour autant que le code pénal s'applique, et que pour autant que le traité d'annexion territoriale de la Savoie vous permette d'exercer des poursuites pour une infraction supposée avoir été commise sur le territoire national français, car telle est la question. Le type, par écrit, demande notification, date, numéro et identité du notificateur, date, numéro et identité de l'enregistreur, et ces questions restent vaines. Le tribunal, ne pouvant pas répondre à la question, eh bien, pond un jugement à l'encontre d'un type sans avocat, avec des conclusions qui sont déposées et qui rappellent les obligations fondamentales de la France dans le cadre de la Convention de sauvegarde et de la nécessité de fournir à tout justiciable les conditions d'un procès équitable. Cette personne est condamnée et on ne répond pas. Qu'est-ce que ça donne? Immédiatement, saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, et nous allons bien voir ce qui va en advenir de cette affaire. Mais ce qui est certain, c'est que là, on a un cas exceptionnel de clarté. Voilà un type qui a des droits, voilà un type qui les démontre, voilà un type qui pose des questions longtemps à l'avance, très précises, qui a le droit de le faire, qui a même le droit d'avoir un avocat, et tout ça est réglé par des avocats qui soulèvent les clauses de conscience parce que c'est dangereux peut-être de soulever le droit international pour éviter à quelqu'un de payer quelques euros d'amende. Alors cette illustration, ce cas concret, il est en cours de traitement, mais vient s'ajouter énormément de cas du même type. Vous avez des personnes qui contestent l'assiette de l'impôt et le droit pour les services fiscaux français en Savoie de réclamer des tiers ou de la TVA ou que sais-je. Les personnes acceptent de payer à condition que l'État français soit en mesure de prouver qu'il est légitime à les demander, et on a le bal des faux culs, et on a les différentes administrations françaises qui viennent se défiler. La dernière illustration en date étant que le ministère des Finances indique par écrit qu'il n'est pas en mesure de répondre à la question et qu'il la transmet au ministère des Affaires étrangères. Ça s'appelle la patate chaude. Car comme je ne suis pas capable de répondre à un truc aussi grave que de prouver la légitimité de soulever les impôts, parce que je pense que devant leur écran et
et dans la salle et alentour, on est quand même intéressé de savoir si les demandes de perception sont légales ou pas. Et je viens mettre au défi le ministère des Finances de prouver que le traité a bien été notifié et enregistré, puisque je détiens la preuve avec, en tête de la République, la Marianne et le logo tricolore, la preuve que le ministère des Finances, bien qu'il soit un ministère intergouvernemental, le ministère des Finances est évidemment consacré par tout ce qui se passe dans le gouvernement, puisque ça se traduit en dépenses sonnantes et trébuchantes. En tout cas, le ministère des Finances n'est pas en mesure de répondre à une question simple et écrit maintenant qu'on a transmis la question au ministère des Affaires étrangères, ce qui est une sombre rigolade. Évidemment que le ministère des Finances répond à toutes les questions qui sont susceptibles éventuellement d'ailleurs de le concerner frontalement, parce que si cette conférence fait l'objet d'extraits qui sont repris sur le net, il y a effectivement un certain nombre de gens qui vont commencer à se poser des questions, et des questions très sérieuses et très dérangeantes pour l'État français, qui n'est pas en mesure. C'est ainsi que je vais conclure cette conférence avant de vous inviter à me poser des questions si vous le souhaitez. C'est exceptionnel, c'est un cas unique dans toute l'histoire juridique moderne du droit international de voir un pays dont les droits renaissent, ressurgissent par l'effet d'une bourde absolument incroyable, et qui est le résultat de l'application pure et simple, bête, d'un traité signé dans la capitale de l'État en question. Le traité de Paris, c'est le texte juridique qui permet à quiconque le sait d'opposer à la France une illégitimité évidente, une putativité, c'est-à-dire une illégitimité sous des apparences légales, mais en réalité ne reposant sur aucun fondement réel. Ce traité de Paris, il permet à la Savoie et à toutes ces populations autochtones, c'est-à-dire d'origine ou même immigrées, d'opposer aux administrations françaises leurs propres textes pour remettre en question les actes dont les gens sont destinataires. Alors, à cet instant, je donne la parole à qui le souhaite pour poser les questions que vous souhaitez, qu'il s'agisse de ce point précis de la position française actuelle ou de toute autre préoccupation qui pourrait être les vôtres à l'écoute de ce que je viens d'expliquer. Ouais, on m'entend là. Moi, j'ai une question à poser. On joue beaucoup avec la justice, avec la police, avec les gendarmes, avec tout ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est où ça en est au niveau international. Si vous avez eu des réponses à toutes les lettres que vous avez soi-disant envoyées à des puissances étrangères, parce que là-dessus, vous n'en parlez pas. Et je crois que c'est très important. Alors, cet aspect international fera l'objet de la prochaine réunion. Mais très précisément, c'est facile. D'abord, une demande de reconnaissance officielle et d'inscription à l'Assemblée générale de l'ONU du Conseil national de la Savoie et de l'État de Savoie, du nouvel État de Savoie. C'est dans les tuyaux. En tout cas, ça existe. L'État de Savoie est donc susceptible de faire l'objet d'un examen de son statut juridique, de la question juridique de la Savoie, dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU. Sans vouloir
éviter la réponse à une question précise. Je viens d'indiquer qu'il me semble que d'ici 6 semaines, il va y avoir un sacré chambardement à l'ONU. Oui, enfin celui-ci va être de nature à vraiment scinder en deux l'ONU. Cette reconnaissance du Conseil national ou cette reconnaissance du nouvel État de Savoie, il peut intervenir en Assemblée générale ou il peut intervenir par telle ou telle diplomatie. Donc des contacts sont pris avec un certain nombre de diplomaties dans le monde et ces contacts, ils sont très intéressés. Si effectivement la diplomatie française n'est pas en mesure de fournir des éléments aussi simples qu'une notification et un enregistrement, je réponds à votre question par une autre question. D'après vous, est-ce que les diplomates du monde entier ne vont pas être intéressés de savoir qu'ils peuvent mettre une peau de banane sous les pieds des diplomates français? Je pose la question. Si effectivement l'ONU est vent debout derrière la diplomatie française et que la planète entière est contente de ce qui se passe au sein du ministère des Affaires étrangères à Paris, il est bien évident que cette demande de reconnaissance officielle de l'État et du Conseil national est susceptible de rester longtemps lettre morte. Maintenant, dans le cadre d'un pugilat diplomatique et d'une crise ouverte à ce sujet, et je vais répondre très précisément à la question. Savez-vous quand, la dernière fois, une diplomatie dans le monde a menacé les États-Unis de recourir à la force armée si jamais il se produisait quelque chose qui ne lui convenait pas? Eh bien, c'est l'affaire de la baie de cochon, la baie des cochons, 1960, Fidel Castro, avec à l'époque l'Union soviétique, qui met en demeure les États-Unis de ne pas installer des missiles à Cuba. Ça fait 50 ans qu'aucun pays dans le monde ne s'est permis de menacer les États-Unis d'une intervention militaire. Eh bien, depuis quelques heures, c'est arrivé une deuxième fois. Ça fait 50 ans que ce n'est pas arrivé. Ah, c'est marrant, on n'en a pas entendu parler. Ah si, vous en avez entendu parler? Ah, alors vous êtes une précise dans le suivi de l'actualité. Je vous félicite. Mais à propos du Pakistan, la Chine a mis en demeure, il y a quelques heures de cela, les États-Unis de ne pas procéder à des installations ou à des prises de position politiques, stratégiques ou militaires au Pakistan, faute de quoi la Chine considérerait que c'est un acte de guerre. Ça fait 50 ans que ce n'est pas arrivé. Et quand on sait que la Chine est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, quand on sait que la Chine, c'est le banquier, en tout cas le prêteur de deniers des États-Unis, dont le déficit externe est tel qu'ils ont besoin de trouver des fonds et qu'ils les trouvent chez qui? Chez les Chinois. Ça veut dire que les Chinois, qui sont les créanciers des États-Unis, ont mis en demeure, il y a quelques heures de cela, les États-Unis de ne pas procéder à telle ou telle manœuvre, faute de quoi ce sera un cas de guerre. Et ce n'est pas arrivé depuis 50 ans. Alors, je dis, dans un contexte où effectivement, dans 6 semaines, il va falloir que le monde entier se prononce sur le cas de la Libye, que la Chine, celle-là même dont je parle, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, a un droit de veto, qu'il en est de même pour les Russes. Il me semble que dans quelques semaines, ça va être un sacré pugilat. Et je pense que si le colonel Kadhafi, qui a ses raisons, il considère que la reconnaissance par la France à la hâte d'un conseil national de transition libyen, alors que Benghazi n'a jamais été un État, Benghazi n'a jamais exercé de souveraineté, Benghazi n'est pas bornée comme la Savoie l'est, elle ne jouit pas d'un traité international, et encore moins d'un traité international qui est abrogé.
la région de Benghazi. Mais pourtant, son Conseil national a été reconnu. Alors si un Conseil national de la Savoie, qui lui est parfaitement légitime au plan juridique, je ne parle pas au plan politique, je parle au plan juridique. Et pour terminer, et être très clair, moi, ma position, parce que dans cette question, il y a évidemment toute la portée des différents mouvements et des différentes actions qui sont menées ci ou là, dans cette direction. Moi, je dis, moi la différence, elle est... Je peux parler là. Oui. Je suis venu à une réunion à Moutier, une conférence. Oui. On nous a parlé de l'aide envoyée dans des pays. J'aimerais savoir quelle réponse on a eu à ces lettres, c'est tout. Eh bien, on n'a pas de réponse officielle, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de réponse officielle que les choses ne se font pas. J'attire l'attention de tout le monde sur le fait que, diplomatique, lorsque les gens viennent signer ou viennent pour parler, en réalité, tout est déjà fait. Hein. Tout est déjà fait en amont. Ah oui, c'est les diplomates. Bon, donc, ce qui est advenu de la question de la Savoie, c'est dans les tuyaux des différentes diplomaties, mais ce n'est pas parce que c'est dans les tuyaux que ça ne va pas en sortir et que ça ne va pas en jaillir très violemment. Non, c'est ma réponse. Moi, je soulève un problème juridique. Le traitement qui sera fait politiquement par les mouvements savoisiens ou par le Ku Klux Klan ou la franc-maçonnerie, le Parti communiste, les Verts, ou que je dis n'importe qui, d'accord. Ce que je dis, c'est qu'il y a un problème, que ce problème, il est insoluble pour la France, et qu'on va être obligé de reconnaître à la Savoie et à ses populations les droits qui sont les leurs. On va s'ouvrir forcément au plan juridique une nouvelle ère, et les gens tireront les marrons du feu dans la mesure de leurs possibilités. Ce n'est pas le problème de la Savoie, c'est le problème politique de tel ou tel qui veut prendre part à l'avenir de la Savoie. Cet avenir, moi, au moment où je parle, je suis diplomatique. Lorsque les gens viennent signer ou viennent pour parler, en réalité, tout est déjà fait. Hein. Tout est déjà fait en amont. Ah oui, c'est les diplomates. Bon, donc, ce qui est advenu de la question de la Savoie, c'est dans les tuyaux des différentes diplomaties, mais ce n'est pas parce que c'est dans les tuyaux que ça ne va pas en sortir et que ça ne va pas en jaillir très violemment. Non, c'est ma réponse. Moi, je soulève un problème juridique. Le traitement qui sera fait politiquement par les mouvements savoisiens ou par le Ku Klux Klan ou la franc-maçonnerie, le Parti communiste, les Verts, ou que je dis n'importe qui, d'accord. Ce que je dis, c'est qu'il y a un problème, que ce problème, il est insoluble pour la France, et qu'on va être obligé de reconnaître à la Savoie et à ses populations les droits qui sont les leurs. On va s'ouvrir forcément au plan juridique une nouvelle ère, et les gens tireront les marrons du feu dans la mesure de leurs possibilités. Ce n'est pas le problème de la Savoie, c'est le problème politique de tel ou tel qui veut prendre part à l'avenir de la Savoie. Cet avenir, moi, au moment où je parle, je suis